Mazari Amokrane René. Alors, donc j'ai forcément, comme j'ai la chance d'intervenir en premier, donc j'ai au moins 3 questions. La première... on va essayer d'en faire un petit peu moins si c'est possible. Non, mais ça va être très court. La première, c'est Yes We Can. Alors, certains d'entre vous me connaissent donc, dans la salle. Et j'étais un des premiers à entrer dans les bâtiments classés dans les années 80 avec des artistes contemporains et où en fait j'avais fait des actions sociales, c'est-à-dire que je ne suis que privé. Et là-dessus, eh bien, il y avait des gens de Belzins qui avaient été embauchés. Ça veut dire qu'on peut rester dans le domaine privé et être acteur bien avant le mot de la RSE, responsabilité sociale des entreprises. C'est-à-dire qu'on est acteur dans son quartier, dans sa ville. Ça, c'était dans les années 80 avec la Poste Colbert. Deuxième chose aussi, à l'intérieur de la Poste Colbert, c'est qu'on ne s'est pas servi de sa position, c'est-à-dire de sa position hiérarchique. On a fait de l'horizontalité et on a eu la chance donc comment dire, reconfigurer cette poste et ces bâtiments classés avec les 300 employés de la Poste Colbert. Ça, c'est important. Ça veut dire que cela existe. Là, la question, elle est avec Yes We Can. C'est le fait que comment rester très privé. Et en même temps, la question, c'est que est-ce que dans Yes We Can, ou dans le modèle ou le business model qu'ils essaient de déployer, ce n'est pas de tracter des emplois qui étaient dans le domaine social vers un domaine précaire, comme Yes We Can, par exemple. Hein. C'est que, première question, c'est déplacement. Si les suivantes peuvent être plus courtes. Déplacement d'emploi, déplacement et fragilité de l'emploi. Deuxième question, c'est à Madame Fructus. À Madame Fructus, c'est le fait de créer des guichets uniques. Tout le monde va vers l'unicité des choses et comme ça, nous allons mettre en harmonie. Mais on a oublié la diversité, on a oublié la créativité, on a oublié toutes les choses comme ça. Ça veut dire que entre, pardon Madame Fructus, mais entre le côté un et multiple, vous savez, c'est une question philosophique, c'est une question, c'est-à-dire que c'est pas un guichet unique qui va le faire, c'est comment on le fait. Et comment on fait un guichet unique, par exemple, d'accord, qui va dans un temps précis. C'est-à-dire dans un temps précis qui va donner la créativité. Troisième question, oui, là c'est à Madame la préfète. Là c'est autre chose, c'est un autre niveau, c'est-à-dire que je monte à chaque fois. Et comment se fait-il que nous avons un CICE, nous avons un CICE, c'est-à-dire que c'est une manière de drainer de l'impôt, d'enlever une redistributivité. Et comment se fait-il que, d'un côté, dans le monde associatif, eh bien, il y a une redistribution de l'emploi qui va vers le CICE, hein? Comment se fait-il que, on dirait que plus on a d'argent, plus on s'enrichit, moins on a de l'argent, plus on s'appauvrit. Et la conséquence d'une chose, ou alors la deuxième action, c'est qu'en fait, on a à Marseille, ben oui, ça, je le dis, combien? Et en même temps, à Marseille, oui, je crois qu'il y a beaucoup à Aix, nous avons un groupement d'entreprises du CAC 40 qui regroupe, avec les subventions de l'État, on a la SNCF, on a... Je crois qu'on s'éloigne un petit peu du sujet. Si vous... Monsieur, non, la SNCF n'est pas une entreprise du CAC 40, c'est une entreprise publique. Oui, mais enfin, ce sont les fonds sociaux qui sont déplacés. Voilà. Question, donc, là où je vous interroge, c'est sur le déplacement des fonds. Voilà, merci. Alors, pour ce qui est de Yes We Can, je propose que vous en parliez entre vous à la sortie. Je pense que... voilà. Ensuite, donc, on avait une question pour Madame Fructus sur la question du guichet unique. Oui, ça va être très rapide. J'ai certainement du mal à m'exprimer. Je ne parlais absolument pas de la diversité des actions et des associations. Je parlais simplement de vous simplifier la vie en vous proposant de remplir un document qui soit le même
pour répondre à des appels à projets et que vous n'ayez pas à faire le parcours du combattant, à déposer des dossiers différents auprès de chaque partenaire qui peut vous accompagner. Voilà, c'est tout. Hein, mais la richesse et la diversité associative, je partage votre avis, hein, elle est immense. Madame la préfète, vous souhaitiez répondre rapidement à Il faut qu'on se parle du CICE maintenant? Non. D'accord, bah non alors. Voilà, je vous laisse en discuter aussi à la sortie si vous le souhaitez. Question suivante, s'il vous plaît, soyez bref. Alors, je crois qu'il y avait une question ici. Juste, si vous avez des questions, voilà, levez la main. Très bien. Il y a mon collègue qui va venir voir dans un premier temps, d'accord? Vous lui dites la question, comme ça on va pouvoir un petit peu sectoriser les questions, ça va être plus simple. Alors, on vous écoute. Merci. Christian Pellicani, donc je suis à la fois élu conseiller métropolitain, mais je suis aussi responsable associatif, au plan national et au plan local. Donc ma question, elle s'adresse aux quatre. Comme ça, vous pouvez répondre et partager. Vous n'avez pas répondu de mon point de vue, parce que, et ce n'est pas un reproche, au contraire, l'initiative est très belle, mais on est vite resserré sur la politique de la ville, qui a un format, appel à projet, politique contractuelle 40. Et donc finalement, vous n'avez pas répondu à la question qui m'intéresse, je pense, en tant qu'associatif et citoyen, c'est l'écart entre faire de la subvention et lancer des DSP. Et j'ai trop d'exemples à Marseille où, quand on a mis en concurrence des projets associatifs qui ont leur spécificité, leur historique, leur histoire, à partir d'un prix de journée de la DSP, on a tué un certain nombre d'associations. On a un truc historique, comme ça on ne va pas polémiquer, qui est dans le passé, la MJC Corderie, où on a mis en concurrence un lieu qui était historique, qui s'était construit avec les gens. Et un jour, on leur a dit, bon, puisque vous êtes des locaux municipaux, on va mettre ce local en DSP et vous allez répondre avec un prix de journée ou des critères de DSP qui n'avaient rien à voir au départ avec le projet associatif. Donc, quelle réponse vous apportez à la question des DSP par rapport aux subventions? Et parce que l'appel à projet, c'est aussi une orientation. On détourne un projet associatif, on le réoriente vers une politique qui n'est pas forcément celle qui est voulue pour les gens, parce qu'il faut aller chercher du pognon. Donc, mais je ne vous la pose pas, d'autres la poseront. Mais quand même, il y a le problème de la subvention et DSP, vous n'avez pas été très... vous étiez enfermé dans la politique de la ville, mais sortez-en un peu. Alors, peut-être que Jean-Claude Boal, peut-être que vous voulez rajouter un petit peu votre regard sur cette question que vous connaissez bien. Oui, on peut. Je pense que c'est vraiment une forme de perversion qui tue effectivement le tissu associatif et dans sa liberté d'action et dans sa capacité d'intervenir sur les territoires pour rendre des services à la population. Et souvent, l'autorité publique passe une DSP avec une association, parce que dans l'association, il y a une part de travail bénévole et ça coûte moins cher que quand c'est fait en interne ou que quand c'est fait par une délégation de service public à des entreprises privées. Et donc, on a là une dérive qui est extrêmement préoccupante, et pour le monde associatif, et pour le service public, parce qu'on est dans une phase qui continue en France de disparition des services publics sur les territoires, à grande échelle. On pourrait citer de la poste aux hôpitaux, aux maternités, etc., etc., etc. Et donc, c'est extrêmement préjudiciable. Et les associations y vont, parce qu'il y a moins de subventions, qu'elles ont parfois des emplois et qu'elles n'ont pas envie de licencier et qu'elles veulent répondre à des préoccupations qu'a la population. Donc un peu contraintes et forcées, et c'est pas vrai qu'elles ont la liberté d'y aller comme ça, comme vous nous l'avez dit, c'est pas vrai. C'est une apparence de liberté en réalité. Donc là aussi, ça mériterait une vraie réflexion. D'autant plus que la subvention, la définition de la subvention, c'est une somme d'argent qu'une autorité publique donne de façon arbitraire, finalement, à une association en fonction de la proposition que fait l'association qui rencontre l'intérêt général que l'autorité publique pense devoir mettre sur son territoire. Par conséquent, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un vrai dialogue à ce niveau-là avec les deux, par rapport à ce qu'est cet intérêt du territoire, cet intérêt général, et comment on utilise aussi, bien entendu, la subvention. Mais il y a la liberté de l'association de proposer quelque chose.
C'est ça qui fait la différence entre un appel à projet, la DSP, enfin toute la commande publique. Mais c'est bien le problème, il y a une incompétence. Alors je vais aller un peu plus loin. Il y a une incompétence généralisée dans l'administration. J'ai travaillé 20 ans là-dessus. Donc, de ce point de vue-là, c'est un vrai problème, parce que si c'est ça qui fait la différence, et c'est comme ça que nous avons obtenu la définition de la subvention dans la loi ESS. Parce que ça fait une... Ah oui, non, mais on parle toujours de deux choses différentes. Et effectivement, peut-être faut-il s'entendre sur quoi on parle, mais c'est quand même ça qui fait la différence. Et donc, faisons en sorte que les associations conservent cette liberté, puissent avoir des subventions et ne soient pas utilisées en substitution aux services publics, parce qu'il faut faire à tout prix des économies qui, en définitive, coûtent plus cher à la société qu'elles ne rapportent. Un autre élément... d'après les études du mouvement associatif, 1 euro mis dans une association, c'est 7 euros pour la société, après induit, etc., d'apport à la société. Donc c'est considérable. Il n'y a aucune entreprise, je dis bien aucune entreprise privée, qui a un tel rapport de bénéfices pour la société. Aucune. Par conséquent, même de ce point de vue-là, je pense qu'on aurait intérêt à réfléchir un peu plus. Alors voilà, j'ai été peut-être un peu long, et je ne mélange pas les choses, je vous assure. Madame Assidon, vous n'êtes pas d'accord? Non mais si, je pense qu'à la fin on est d'accord. Simplement pour lever l'objection que j'ai formulée hors micro, quand on lance un appel à projet, n'importe quel appel à projet, par exemple de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine LGBT, voilà, qui est un appel à projet national, les associations viennent avec on ne dit pas on ne spécifie pas l'action qu'on prescrit. On ne prescrit pas d'action. On a une enveloppe et on nous propose des actions et les arbitrages sont pris en fonction des actions proposées. Après, il y a une orientation qui est celle-là. Mais on voit que vous n'avez pas beaucoup répondu à des appels à projets. Non, ça je vous confirme que j'ai pas beaucoup répondu à des appels à projets. Par contre, j'en ai beaucoup lu, voire beaucoup validé. Voire beaucoup écrit. Donc j'espère que c'est une garantie suffisante. Non, alors c'est pas une garantie suffisante. Bon, si rien n'est une garantie suffisante, je renonce. Je donne la parole à la salle. Question suivante. Une question qui va prolonger, je pense, le thème. Bonjour. Voilà, donc je suis Florence Delahaye d'une association qui s'appelle Asodev Marsnet, qui est une association assez typique de l'économie sociale et solidaire. Et nous avons connu, en fait, on existe depuis 18 ans, et on a connu, en fait l'époque, je dirais, bénie de l'économie sociale et solidaire, où les acteurs comme le nôtre, des petits acteurs, petites associations de 1 à 5 salariés, eh bien, en fait, il y avait toute une solidarité entre nous et entre les collectivités territoriales, parce qu'il y avait un partenariat, un vrai partenariat. On dialoguait avec les chargés de projet des collectivités territoriales. Il y avait vraiment un partenariat, on ajustait nos projets. Il y avait, en fait, donc ça construisait, en fait, un dialogue, comme vous disiez, un vrai dialogue, et ça construisait aussi le tissu associatif, parce qu'il y avait une solidarité entre nous et les collectivités, et qui créait aussi une solidarité entre les acteurs, en fait, voilà, entre tout le monde. Et maintenant, je n'ai plus du tout cette sensation de solidarité, j'ai une sensation, en fait, de destruction du tissu associatif, comme vous disiez, parce qu'il dit c'est plus la même dimension, c'est une dimension, en fait, d'appel à projet, on devient des prestataires de l'État, en concurrence, et ça détruit de la solidarité entre nous, les acteurs, et entre les acteurs et les collectivités. Voilà, c'est un peu le témoignage que je voulais apporter. Je voulais remercier aussi le CAC, parce que j'ai découvert le CAC et j'ai appris énormément de choses avec leurs dossiers, qui sont des dossiers d'études, que je vous invite à lire, elles sont vraiment très intéressantes. Et je voulais aussi dire que les associations en ce moment, elles sont toutes en train de mourir, on ne le voit pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une association qui meurt, elle est toute petite, elle n'a même plus la force d'appeler à l'aide, de dire qu'elle meurt, parce qu'en plus, si elle dit qu'elle va mourir, on ne va plus donner de l'argent.
Donc, du coup, il y a beaucoup d'associations qui meurent, on ne le voit pas, c'est extrêmement catastrophique. Voilà. Et il faut qu'on s'unisse et qu'on se défende tous ensemble et qu'on recrée ensemble une solidarité en se mobilisant. Voilà, il faut se mobiliser. Maintenant qu'on a à moitié agonisé, il faut qu'on se ressaisisse et qu'on se mobilise et qu'on essaye de recréer quelque chose et qu'il y ait une autre politique qui se définisse avec un dialogue et un partenariat. Merci. Samia Chabani, je vous voyais acquiescer sur les questions de compétition. Oui, moi je vous rejoins. Je pense qu'il y a effectivement la question du collectif et de la mutualisation entre acteurs associatifs qui se pose. Quel que soit d'ailleurs le modèle qui est défendu, quel que soit l'historique, quel que soit... Je pense qu'il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de concurrence entre un centre social et par exemple l'expérience que peuvent développer d'autres formes d'innovation sociale, de coopérative, etc. Chacun est légitime dans sa façon de travailler. C'est vrai que l'économie sociale et solidaire, ça a ouvert aussi un nouveau champ d'organisation, de mutualisation entre acteurs qui apparaissait comme une issue à un moment donné dans la vie associative, notamment qui avait cet objectif de prendre en compte plus d'autofinancement, etc. Moi, j'ai un exemple concret. On développe un projet de café citoyen à la gare de l'Estac. C'est un projet d'autofinancement pour l'association. D'abord, il y a un mot qu'on n'a pas prononcé qui me semble important, c'est qu'on est aussi pris, alors au-delà de la prolifération des appels à projets, même quand ils sont très transparents et qui permettent à chacun de répondre. La liberté étant quelque chose de très, effectivement, il faudrait revenir sur les déterminismes de la liberté. Bref, on ne va pas faire trop de philosophie ce soir. Mais pour revenir à la question de l'ESS, ça pouvait représenter une forme de... Donc l'autofinancement, oui, mais finalement, quand on regarde dans le détail, il y a très peu de possibilités de financer des projets d'autofinancement, de participer, d'avoir des soutiens sur ces projets-là. Parce qu'on n'est jamais dans la bonne case, on n'est pas dans le bon quartier, il n'est pas prioritaire, c'est un quartier de veille, ça a changé, etc. Et c'est ça qui rend aussi difficile notre action en tant qu'acteur pour défendre nos emplois, défendre nos actions auprès des habitants, mais aussi le collectif. Moi, je pense qu'il y a un vrai sujet autour du collectif ici, parce que on a été aussi très longtemps dans un système qui a beaucoup clientélisé les associations. Et que ça, il faut en parler. Parce que l'appel à projet, c'est sûr, c'est pas l'idéal, mais ça a permis à des associations de se positionner sur des critères d'éligibilité, sur des objectifs, ça a apporté de la transparence aussi. Donc je pense que les choses sont complexes et qu'aujourd'hui, peut-être l'enjeu on n'a pas évoqué aussi toutes les associations qui font de l'accompagnement, le dispositif local d'accompagnement des associations, parce qu'il y a des associations qui meurent, puis il y a des associations qui naissent, avec de nouveaux projets, de nouvelles personnes, de nouvelles façons de militer. Et donc on voit bien qu'on est aussi dans une sorte de passage générationnel dans la vie associative. La loi 1901, elle a plus d'un siècle, et évidemment qu'il faut changer de méthode. Mais voilà, pas à n'importe quel prix, pas dans n'importe quelle condition, parce que si on fait la tabula rasa, et notamment, je suis désolée d'insister, mais dans ces quartiers qui sont des quartiers qui sont déjà très paupérisés, très en difficulté, là on prend un risque majeur au niveau sociétal, et moi c'est ça qui me préoccupe principalement. Mais évidemment que des gens aient envie de développer des innovations sociales, des expérimentations, on est tous preneurs, y compris dans les quartiers prioritaires, à condition que le minimum soit assuré. Le minimum, aujourd'hui, il n'y est pas. On fait le compte, ça n'y est pas. Fragiliser les centres sociaux, fragiliser l'accompagnement social, l'insertion professionnelle, l'insertion liée par le logement, l'insertion par l'activité économique, tout ça, c'est pas possible. Et ça offre pas un terrain de mutualisation entre acteurs, effectivement. Et donc, je vous rejoins totalement sur ce que vous décrivez. Alors, je rebondis. Alors, je vous passe la parole, Madame Fructus. Juste une anecdote qui me revient. Vous parliez de clientélisme. C'est aussi une réalité. Alors, du département, mais on dit toujours du département, mais bien au-delà, évidemment. Et hier, quand on préparait le dossier qui est publié sur Mars Actu, où on répertorie tous nos articles sur des associations, sur leurs difficultés, en cherchant sur le mot-clé association sur Mars Actu, en fait, on est aussi tombé sur des procès, sur des enquêtes, sur des histoires de détournement. Et c'est vrai que ça nous est revenu à la figure que, bon, c'est pas le sujet du soir, mais qu'il y a ce passif, passif aussi qui a marqué le territoire et qui est à prendre en compte, voilà.
qui laisse des traces, comme vous dites. Alors c'est même essentiellement à prendre en compte sur notre territoire, et je remercie Samia de l'avoir évoqué. C'est toujours difficile hein, de s'envoyer des vérités un peu dures en face, mais quand c'est un acteur associatif qui le dit, et puis en plus qui va officier dans une instance où il va pouvoir relayer voilà, vos paroles, vos attentes, c'est important. Donc c'est vrai, ici, il faut quand même se dire les choses. La problématique associative, elle a subi un contexte extrêmement défavorable. Et notamment, ça a marqué considérablement l'institution régionale. D'où une certaine prévention aussi, si j'ose dire. Voilà, disons, on va essayer de faire les choses le mieux possible, de façon le plus encadrée possible. Voilà. Et c'est vrai que encadrer les procédures, c'est pour tout le monde, c'est se brimer un peu dans son espace de liberté. Hein. Mais en même temps, c'est aussi une garantie, une sécurité pour que les choses se passent bien et se fassent clairement, se fassent dans la transparence et qu'il n'y ait pas de débordement. Voilà, ce sont aussi des contraintes qu'on doit évaluer. Et je pense vraiment qu'aujourd'hui, c'est très riche hein, l'échange qu'on a, même s'il est un peu court, il faut aussi qu'on soit d'accord les uns et les autres sur le fait qu'il faut qu'on change de méthode. Vous, comme nous, hein, mais nous, on est obligé de trouver des solutions pour faire face à des impératifs budgétaires qui plombent les actions qu'on avait engagées, qu'on avait projetées, etc. On doit faire des coupes sombres dans certains budgets. On se bat les uns et les autres pour dire attention, non pas trop sur mon budget. Je vous assure que les exercices budgétaires, c'est pas facile, hein, et surtout sur mon champ d'activité. Voilà, il faut se battre tous les jours. Mais ce sont des nécessités. Bon, ces nécessités-là, elles vous concernent aussi, dans le sens où il faut que vous vous réinterrogiez sur des façons de fonctionner, peut-être de fonctionner ensemble, de faire du collectif. Il n'est pas possible d'entendre que des associations se sentent en concurrence. Donc à un moment donné, il y a aussi de votre part une autre façon d'envisager les choses et de travailler avec les uns avec les autres. Je ne sais pas, quelqu'un disait, mais il est parti, mon ami Pellicani, il aurait bien compris, l'union fait la force. Bon, mais en réalité, c'est vrai. C'est vrai que si on arrive à mutualiser certaines actions, certaines structurations, eh bien peut-être que voilà, c'est une piste en tout cas qu'il est nécessaire d'exploiter aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas laisser les choses en l'état, effectivement, au risque de voir fragiliser encore plus ce tissu associatif qui est essentiel, Monsieur le Président, essentiel. Voilà. Moi, je suis extrêmement... Vous savez, je fais partie d'une formation politique qui est née en même temps que la loi de 1901. Bon, et la loi de 1901, c'est quand même quelque chose auquel on est attaché, qu'on doit défendre les uns et les autres. Et je pense qu'aujourd'hui, presque 118 ans après, il n'est pas interdit de se réinterroger sur la mise en œuvre de cette loi. Voilà. Et comment vous, acteurs associatifs, vous vous emparez de ces difficultés pour les positiver, en sachant que effectivement, ça implique que les collectivités, elles aient un dialogue avec vous et qu'elles établissent ce partenariat. Et ce que je voulais vous dire essentiellement, c'est que moi, je souhaite le faire avec vous. Voilà. Le peu de temps qui me reste encore à porter ces délégations, j'aimerais qu'on arrive, c'est une ambition que j'aimerais partager avec vous. Voilà. Est-ce qu'on repasse à la salle? Oui, il y a une question ici. Alors, voilà. Vous parliez de mutualiser. Vous disiez que c'est quelque chose que vous aimeriez bien mutualiser, c'est la sécurité. Oui, je voulais intervenir donc sur une chose que certaines associations subissent, une double peine. Donc je représente le FIDEP. Alors le FIDEP, c'est une fenêtre ouverte sur la liberté d'expression dans les quartiers nord de l'Estac. Hein, et la partie visible de l'iceberg FIDEP, c'est le Festival international des caricatures. Donc en même temps que nous subissons la baisse des subventions, de notre côté, la préfecture nous demande de subventionner la sécurité de nos manifestations. Donc c'est carrément une double peine. Donc on se pose la question de comment mutualiser le coût de cette sécurité.
Est-ce qu'il ne faudrait pas que toutes les associations se retrouvent à la préfecture pour une table ronde, enfin celles qui organisent des manifestations publiques, quoi, et qui subissent ça de plein fouet, et ça fait donc la baisse des subventions plus le coût de la sécurité, ben c'est encore moins de possibilités pour organiser ce festival, et voire même qui risque de disparaître. Autre chose aussi, c'est un festival citoyen qui mobilise une centaine de bénévoles, et ce bénévolat, c'est notre part d'autofinancement, et le bénévolat n'est jamais considéré par les financeurs comme une part d'autofinancement. Tous les dessinateurs internationaux qui viennent à l'Estac sont hébergés chez l'habitant. Et ça ne coûte rien, mais c'est du bénévolat. Si on avait à le chiffrer, ben voilà, ça ne rentre pas dans l'autofinancement pour les financeurs. Donc, ce n'est pas une double peine, c'est même une triple peine. Donc, je voulais attirer votre attention là-dessus. Alors, vous souhaitez réagir ? Alors, peut-être qu'avant de répondre, on va enchaîner avec une autre question sur un autre événement culturel. Voilà. C'est Bab El Med, c'est ça ? Oui, bonjour, nous sommes l'association Latinissimo qui a créé il y a 28 ans la Fiesta des Suds et plus d'une dizaine d'années Bab El Med Music, qui est un marché des musiques du monde et un festival qui était bien assis dans Marseille. Et comme tout le monde sait, l'année dernière, on a appris qu'on n'avait plus de subventions. Et donc, c'est avec la liberté et nos compétences que nous avons pris la décision, nous, de créer ce marché. Ça correspondait à un besoin. On est reconnu au niveau international. C'est vraiment quelque chose qui marchait bien, où on liait la culture et l'économique. Et là, tout d'un coup, ça s'est arrêté. Donc, vous nous dites, on voudrait dialoguer. Donc, nous, on aimerait vraiment dialoguer avec vous, parce que nous venons d'apprendre par hasard que la région allait faire un appel à projet sur ce que nous avons créé il y a plus de 10 ans. Donc on a semé des graines, nous savions que c'était des bonnes graines, il y avait une bonne répercussion, une bonne résonance, le public était là, les professionnels étaient là, et on faisait quelque chose que l'on n'ose pas dire dans la culture, on faisait du business. Parce que ce qu'on oublie, c'est que les artistes ont besoin de remplir leur frigidaire, tout comme tout le monde, et qu'ils ont besoin d'être payés, d'être reconnus, et que vous savez que maintenant l'industrie du disque qui s'est cassée la figure fait que les artistes gagnent leur vie en vendant des concerts. Et donc c'était vraiment en phase avec la réalité. Donc on apprend maintenant qu'il y aura un appel d'offres fait sur cette géniale idée que nous avons eue il y a plus de 10 ans. Donc si vous voulez que l'on discute, on est complètement d'accord, parce qu'il y a quelque chose à construire ensemble, vu qu'on sait que c'est quand même un marché qui est nécessaire. Voilà, donc c'est pour répondre à votre désir de co-construire, on est tout à fait partant. Merci. Alors donc, on va peut-être faire dans le sens inverse, peut-être Madame Fructus sur Bab El Med, ce dossier qui vous échoua, et puis ensuite sur la sécurité. Avec le micro, peut-être juste. C'est vrai que j'ai pas l'habitude d'être sur scène, sur une scène de théâtre. Non, ok, bien sûr, on peut en discuter, mais enfin, je ne sais pas quel est cet appel à projet auquel fait allusion. Voilà, bon, écoute, je vais me renseigner sur la nature de l'appel à projet, et puis de toute façon, effectivement, la démarche partenariale, mais c'est pas qu'avec un acteur associatif que l'idée de la discussion doit s'installer, hein, c'est avec tous les acteurs associatifs, et qu'on définisse ensemble comment nos modalités de travail. Donc je veux bien essayer de donner des renseignements sur la nature de cet appel à projet que je ne connais pas encore, mais l'idée du partenariat, c'est élargi, pas en relation bilatérale. Hein, voilà. Donc Madame la Préfète, sur les questions de sécurité, Oui, alors c'est propre aussi aux questions, c'est des questions nouvelles aussi, ça pour les associations. Oui, absolument. Voilà. Ce sont des questions nouvelles et qui sont très compliquées. Et merci, monsieur. On a eu pas mal de retours, effectivement, d'organisateurs de manifestations et très souvent de manifestations associatives ou même de manifestations de quartier, parce qu'en réalité, ça peut emporter des conséquences pour des manifestations comme des brocantes, des fêtes de quartier, etc. Bon, c'est un petit peu difficile parce qu'effectivement, le niveau d'exigence en matière de sécurité a été considérablement rehaussé depuis les attentats, notamment
depuis l'attentat de Nice et avec donc ce surcroît de conditions à réunir qui est demandé en l'occurrence par la préfecture de police, mais tout ça c'est l'État, donc en l'occurrence par l'État en général et en l'espèce par le préfet de police qui décline cet aspect de sécurité sur le territoire, a effectivement des conséquences qui ont mis en danger, voire en difficulté en tout cas, suffisamment de manifestations pour que j'en entende parler, et notamment cet été. Alors, il n'y a pas 36 solutions. On ne peut pas, nous, État, en rabattre sur les aspects de sécurité, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas, vous, association, financer les dispositifs qui sont exigés. Donc, il faut en discuter. Il n'y a effectivement pas trop d'autres solutions. On a quand même... avec la préfecture de police qui n'est pas un monstre froid, il y a eu dans d'autres cas des discussions qui ont pu aboutir favorablement, et donc il faut effectivement avoir ce débat. C'est un débat un peu technique qui peut pas être un débat généraliste, donc il faut l'avoir au cas par cas. C'est un peu contraignant, mais on est évidemment à votre disposition pour faire le lien avec la police, pour pouvoir en parler et trouver les voies et moyens d'arranger les choses. On passe à peut-être une dernière question, je pense. Oui. Bonsoir, Pierre-Alain Cardona, je travaille à la RDL. Donc j'ai 3 questions. Alors, s'il vous plaît, mettez-les dans une... Je plaisante. C'était une spéciale dédicace pour René. Non, il faut un peu d'humour quand même pour finir la soirée. Non, je vais être pragmatique et un brin opportuniste en saisissant une question très simple. C'est qu'aujourd'hui, la politique de la ville est née d'un enjeu d'animation territoriale. Elle était très innovante à l'époque où justement on voulait décloisonner. Malheureusement, des années, le système a fait qu'on a cloisonné. Ça donne énormément de frustration, évidemment, pour les acteurs associatifs. Je ne parle pas des fondateurs dont M. Forest est ici, mais aussi les agents qui travaillent. Donc, on est tous d'accord, on le sait. Alors, je profite, et c'est une question très précise. Merci à Mars Actu de créer un rôle de tiers pour nous permettre de nous réunir, d'avoir l'union des centres sociaux à côté de Yes We Camp, et aussi des associations qui aujourd'hui ont, à l'échelle des territoires quartiers prioritaires, parce que, excusez-moi Monsieur Ducac, on est vraiment là sur des enjeux, je pense, parce qu'il y a des décideurs ici, sur les quartiers prioritaires de Marseille. Déjà, il faut dire un mythe, il faut casser ce mythe. Il y a très peu d'associations issues des quartiers prioritaires endogènes au territoire, aujourd'hui, dans ces quartiers-là. C'est des associations qui sont payées pour intervenir dans ces quartiers. Comment faire en sorte que ces associations qui existent, on les soutienne et qu'elles ne perçoivent pas les centres sociaux comme des concurrents ou des aspirateurs à initiative. C'est un enjeu pour connaître tout ce beau monde. Il y a une énergie pour avancer. Il faut réussir à mettre ces gens autour d'une table. Et donc... concrètement, alors ça ne sera peut-être pas Mars Actu qui le fera, à quel moment et à quel rythme on va organiser ces temps collectifs sur une année, par exemple, à des temps réguliers, où il y a des moments où vous serez là pour les écouter, peut-être des moments où on les mettra ensemble, petites associations et centres sociaux, parce qu'il y a véritablement un enjeu qu'à un moment donné, on arrive à les faire parler ensemble. Et alors, je vais finir par un rêve. Il y a un projet de territoire qui parle du territoire. Voilà, qui constate, qui a été très bien écrit, qui n'est pas relu, qui n'est pas du tout appliqué aujourd'hui, en tout cas quotidiennement. On a un projet de territoire. Si, chaque année, à la rentrée de septembre, on mettait tous ces acteurs autour de la table, autour du projet de territoire, on se rappelait en fait qu'est-ce qui fait sens. Qu'est-ce qui fait sens? Le public, les enjeux de pauvreté. Qu'est-ce qui fait sens? Et là, à ce moment-là, on rêve, hein. Il y a une enveloppe budgétaire. État et métropole. Eh ben, vous l'avez évoqué d'ailleurs tout à l'heure, Madame Fructus. Qu'est-ce qu'on fait de cette enveloppe? Est-ce qu'ensemble, autour d'une table, on peut la partager? Est-ce qu'on peut oser parler des questions économiques? Et là, pour le faire, il faudrait des tiers, peut-être, qui animent la réunion. Il faudrait surtout aussi, peut-être, des agents de la politique de la ville qu'on renforce sur leur dimension d'animation territoriale. Et parce que, pour les connaître un certain nombre, ils ont la confiance de ces acteurs, et que mon rêve, c'est vraiment qu'on arrive à parler argent autour d'une table ensemble, et à parler aussi des enjeux économiques, de l'emploi derrière, et qu'on n'arrive pas à rentrer dans les logiques concurrentielles entre centres sociaux. Ça serait une réponse, Madame Fructus, et Madame la préfète, de porter ça
de porter ça à votre responsabilité, parce que ça, pour le coup, c'est votre responsabilité, c'est possible. Et ça serait une réponse indirecte à vos collègues de la ville qui ont mis en place des délégations de services publics et qui ont amené quand même, quoi qu'on puisse dire, et je sais que vous ne le direz pas publiquement, des logiques concurrentielles. Voilà, et je finirai pour remercier et pour dire qu'il y a un enjeu d'animation territoriale dans ce quartier-là. Je suis très content. J'en profite parce que je pense que c'est important. Ils ont galéré pour que ce théâtre vive. Aujourd'hui, il y a Coco Velten à côté. C'est des cultures totalement différentes. Je suis content que tu sois venu. Je te sentais pas bien quand on évoquait la situation de sociaux. Il ne faut pas les mettre en concurrence. Voilà, faut pas. Et il y a beaucoup à apprendre de ces générations-là, de ces manières de faire. Enfin, je pense qu'ici, on est tous d'accord. Donc maintenant, concrètement, c'est quand la prochaine réunion? Voilà. Je ne sais pas si on a besoin d'une réponse directe. Je crois qu'on a entendu beaucoup d'énergie et beaucoup de propositions, sauf si quelqu'un veut faire une réponse de date. Voilà, je vous propose de conclure là-dessus. Ah, on a Yves Milot. Oui, juste si tu permets, justement une proposition de date. Alors c'est un peu short, j'imagine, avec vos calendriers hyper chargés, mais demain matin, dès 9h30, on a une réunion avec Jean-Claude, justement, pour travailler sur, se mettre en perspective, justement, sur comment on peut se mobiliser entre acteurs. Et vraiment, j'entends et je sais que c'est... Enfin, moi, j'ai envie de témoigner aussi d'une autre réalité. Je respecte profondément les difficultés que traversent des associations, et on est bien placé, on en traverse plein nous-mêmes, on est une toute petite association. C'est vraiment pas facile au quotidien. Il y a un risque de burn-out, moi, que je constate chez tout le monde, enfin chez les acteurs, mais aussi chez les acteurs de la politique de la ville. Il y a des acteurs, tu en as parlé, Pierre-Alain, j'ai vraiment tous les gens qui travaillent avec vous, tous vos agents, Arlette, les délégués du préfet, les chefs du cabinet, on était là cet après-midi. C'est vraiment des gens, moi je veux témoigner quand même de ça. Il y a effectivement, alors je ne parle pas des DSP, c'est quelque chose que je ne connais pas, mais je voudrais quand même qu'on finisse sur une note un petit peu optimiste, parce que c'est peut-être notre tempérament, mais voilà, c'est vrai qu'il y a ces appels à projets qui sont de grandes lignes, mais après on se les approprie, on vient avec nos propositions, avec ce qu'on est. Ça nous aide aussi à resserrer sur les besoins d'un territoire. Nous, quand on a eu ce lieu-là qui nous est arrivé en héritage, c'est vrai que ça nous a permis de vraiment resserrer aux besoins du territoire de ce centre-ville. Et en tout cas, je ne sais pas si j'ai bien compris ce que tu disais par rapport à Coco Belten. Moi, je me sens pas, on ne s'est pas du tout senti en concurrence. Voilà. Alors, on est d'accord. Voilà, c'est que vraiment des projets comme ça, on a tout de suite ouvert les bras, on a trouvé que c'était intéressant, qu'il y avait une chance pour le territoire, une chance pour nous aussi d'être reconnus comme des acteurs du quartier. Voilà, on pouvait vraiment s'appuyer les uns sur les autres. Et cette dynamique, on est peut-être sur un microclimat ici sur Belzins, mais j'ose espérer que ce soit reproductible ailleurs. Mais on a une mairie de secteur active, on a les interlocuteurs du centre-ville au niveau de la politique de la ville, délégués du préfet, des gens qui sont vraiment très rapprochés, quoi. Donc vraiment merci à eux. Et je terminerai là-dessus aussi. Merci à vous d'être venus. C'est ce qui permet de compléter, qu'on soit là en train d'échanger. Voilà, c'était ce qu'on voulait. Ça a été possible. Et on le continue pour ceux qui en ont envie. Donc demain matin à 9h30 ici. Voilà. Et puis donc on entend la porte ouverte sur effectivement, je sais que c'est pas de la langue de bois, voilà, si on peut essayer de se retrouver à des espaces réguliers pour réfléchir à ce portail unique. Enfin, c'est vrai qu'on perd beaucoup de temps. Nous, on perd du temps, et je pense que l'État, puisque finalement et les collectivités, c'est leur argent, perdent aussi du temps et de l'argent, quoi. Voilà. Merci à tous d'être venus. Juste un mot, puisque quand même. Ah voilà. Ah oui. Ouais. Non, voilà, la parole a été répartie par les personnes qui sont dans la salle. Non, je crois pas. Mais Christian, prends la parole. Prends la parole. Ah, mais enfin, c'est pas moi qui donne, c'est moi qui te donne la parole là, mais enfin. Allons-y. Donc, je m'excuse pour cette enfin bref, c'est l'histoire toute ma vie. Mais aujourd'hui, j'ai une actualité qui, plus je lis, plus j'essaye de m'instruire et de me rapprocher de votre condition, plus je me rends compte qu'il y a quelque chose de flagrant. C'est un flagrant délit de non-assistance à personne en danger. Donc je vous explique. Ouais, c'est bien, c'est rigolo. Il y a des gens qui meurent dans mon histoire. Donc justement, moi, ça fait 1 an et demi,
pour moi, pour ma propre thérapie, pour mon propre soin, au sujet de ma propre croyance, j'interviens à travers la Castellane, c'est-à-dire que j'essaye de rendre tout ce qu'on m'a donné. J'ai été très bien servi par l'éducation populaire, des éducateurs, Saint-Michel la Castellane, tout, etc. Mais aujourd'hui, juste à travers ce que les gens me reconnaissent, c'est la boxe, c'est-à-dire un art noble, un noble art, où on apprend la maîtrise de soi, la maîtrise de son espace, etc. Bon, je ne vais pas vous apprendre c'est quoi la boxe, mais ça fait 20 ans que je n'arrive pas à m'épanouir dans mon secteur pour faire ça. Par contre, j'arrive à intervenir à Aix, dans les communes alentours, où ce matin, par exemple, j'ai eu un entretien avec un proviseur et une directrice d'un lycée Jean Lursa à Martigues. C'est-à-dire que de partout où je suis le moins légitime, ça marche, sauf ici. Donc, avec Madame Fructus, que c'est la seule jusqu'en 20 ans qui me répond quand il y a des malentendus, ou en tout cas, quand j'essaie de communiquer, qui me répond. Donc, j'espère que tout ce qui s'est dit ce matin, j'ai rencontré Madame à Paris, c'était particulier aussi, hein, vous vous souvenez? Voilà. Donc, moi, j'en ai marre de ça. Non, mais justement, personnellement, si derrière il y a marqué l'œuvre plus que je sais pas quoi là, que théâtre. Donc, moi, je suis pas acteur. J'interprète ma propre vie. Et si demain je tue quelqu'un, je suis désolé. Ce sera la responsabilité de tous les gens que j'ai rencontrés. Parce que j'essaie juste d'être bon, utile, agréable, en toutes circonstances. Vous me comprenez tous ou pas? Donc il y a un préjudice, là, au-delà de la politique, de ce qui est associatif, c'est qu'il y a une entreprise qui fait que les gens n'ont plus la parole dans notre quartier. Et si vous venez voir, ce que je veux dire, c'est ça. Ça fait 1 an et demi, j'occupe un gymnase. C'est le gymnase du collège Barnier. J'ai sollicité toutes les structures qui se disent siège social, centre social, CCO, l'ADAP, etc. Il n'y a personne qui est jamais venu nous voir, même les gardiens de la paix, les flics qui sont venus parce qu'ils avaient poursuivi des jeunes qui s'étaient réfugiés chez nous et tout. On n'a jamais eu de retour pour venir voir si on n'était pas une secte qui essayait de préparer des choses abominables ou venir juste essayer de nous structurer pour qu'on existe et qu'on soit en sécurité. C'est bon? Vous m'avez compris? Voilà. Merci. Merci. Donc, puisque qu'on prend un tout petit peu de temps en plus, non, voilà, je vous laisse dire un mot très court, s'il vous plaît. Oui, je suis désolée, mais il y a des choses que je voulais dire en conclusion. D'abord, saluer un peu égoïstement mes délégués du préfet qui sont là dans la salle, et mon chef de cabinet, puis les services de l'État qui sont là aussi ce soir. Et c'est important. Et puis, je voulais simplement mentionner, parce que moi aussi j'ai des rendez-vous à donner, je pense que nombreux sont ceux, enfin j'espère en tout cas parmi vous, qui connaissent l'existence du Lab Zéro, qui est un laboratoire d'innovation publique lancé par la préfecture de région et dont j'avoue être un peu fière parce que c'est une manière pour la préfecture d'accepter aussi de se faire bousculer dans ses habitudes, dans ses modalités de travail et dans sa poussière aussi parfois. Donc c'est très très bien le Lab Zéro. Il poursuit plusieurs objectifs, un horizon zéro SDF. C'est un laboratoire d'expérimentation qui vise vraiment à trouver les cadres pour que les pratiques concrètes de l'État soient interrogées et bousculées par différents acteurs. Il se trouve que le 13 novembre, ici même, sur cette scène du théâtre de l'œuvre, le Lab Zéro propose un théâtre forum sur la question du recours au droit, puisque dans le Lab Zéro, en fait, il y a divers objectifs qui sont poursuivis ou expérimentés. Il y a le zéro SDF et il y a le zéro non-recours au droit. Et donc il y a ce rendez-vous qui aura lieu ici, sur cette même scène, et on aura à la fois des professionnels de l'action sociale et des usagers qui sont sollicités pour interagir sur cette question du non-recours au droit et des manières de pouvoir surmonter ou améliorer les choses pour que pour s'offrir une perspective meilleure. Donc on est pour le coup dans de la co-construction totale. Et voilà, je voulais signaler parce que comme c'est ici aussi, le 13 novembre, je crains que je vais revenir. Et puis je pense que ce sera aussi certainement un thème de débat à venir aussi, très certainement, le Lab Zéro et les thématiques qui l'englobent. Merci à tous. Un tout petit mot, parce que c'est Christian qui m'a coupé la parole, j'étais en train de parler. Voilà, juste merci de votre accueil ici, toute l'équipe. Et puis la réunion de demain, c'était juste pour te dire, vous pouvez juste essayer de travailler
pour la réunion qu'on va faire ensemble et poser les bases de ce qu'on pourra évoquer ensemble. Mais bien évidemment, ce n'est pas des paroles en l'air, et vous le savez. Et je m'engage à ce qu'on ait ce type de rencontre. Et je pense que Madame la préfète, voilà, nous suivons sur cette... Et un mot pour remercier aussi mes équipes qui sont là. Et merci de leur avoir rendu justice pour le travail qu'elles font avec beaucoup de cœur et de compétences et de professionnalisme. Voilà, merci. Monsieur Boal, allons-y. Mais c'est pour une proposition par rapport justement à la puissance publique. Il existe un texte, y compris qui dit des choses très concrètes, qui est justement la charte d'engagement réciproque, sur lesquelles peut-être vous pourriez travailler et voir comment, au niveau de la région, au niveau du département, vous êtes à tous les niveaux territoriaux à ce niveau-là, au niveau de la ville, de l'agglomération, elle peut être déclinée avec l'ensemble des associations, enfin l'ensemble dans la mesure du possible, de façon qu'il y ait un travail permanent, concret, entre les associations qui prennent des engagements, y compris par rapport à leur fonctionnement, par rapport à éviter, on a parlé de clientélisme, des choses de ce type-là, et des engagements également du côté de la puissance publique, et c'est vrai pour l'État aussi, puisque l'État est signataire également. Et je pense qu'on aurait intérêt vraiment à l'utiliser beaucoup plus. Jusqu'à présent, elle existe depuis maintenant 4-5 ans, et elle a quasiment été déclinée que dans quelques villes que l'on peut compter sur le doigt des deux mains au niveau national. Et je trouve que c'est très préjudiciable pour tout le monde. Samia, un dernier mot peut-être, tant qu'à faire. Très rapide pour la forme. Non, moi je voudrais remercier aussi l'accueil dont on a bénéficié, dont ont bénéficié nos actions en centre-ville, notamment avec le Théâtre de l'Œuvre. On s'est engagé cette année dans le cadre du plan de lutte contre les discriminations. On a tous été bénévoles, faut-il le rappeler. Alors on ne peut pas toujours être bénévole, hein, mais on a tous été bénévoles dans le cadre de cette action de mise en partage. Donc la mutualisation, elle existe déjà sur des actions et sur de l'engagement auprès des habitants, sur des questions sensibles et des questions qui nous mobilisent toute l'année. Donc voilà, merci aussi à Yves et au Théâtre de l'Œuvre pour son accueil et les accueils des actions, y compris des acteurs associatifs des quartiers nord. Merci. Merci à tous de votre présence. Alors, bon, déjà, on s'excuse pour les personnes qui n'ont pas pu prendre la parole. Malheureusement, voilà, il y a un format. Par ailleurs, je vous rappelle quand même le travail de Mars Actu. On a un journal, on a besoin d'abonnés. Je pense que voilà, vous savez tous l'importance d'une information indépendante. Vous en constaterez les effets si vous consultez Mars Actu. Et à la sortie, enfin, si vous ne l'avez pas eu à l'arrivée, vous avez un accès d'1 mois offert. Donc pour tester, donc je vous encourage à tester. Et si ça vous plaît, vous restez avec nous et on peut continuer les débats, le journalisme et toutes sortes de choses ensemble. Donc voilà, merci à tous. Encore désolé pour ceux qui n'ont pas pu prendre la parole. Merci pour la richesse des échanges. Et on vous souhaite de continuer ces échanges et ces dialogues avec ou sans nous. Merci.